Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Vice Versa. Vice Versa spécial Côte d'Ivoire, votre magazine hebdomadaire de débat et d'échange d'idées se penche aujourd'hui sur le sort de la Côte d'Ivoire, ce beau pays d'Afrique de l'Ouest qui compte à peu près 21 500 000 habitants. Un pays qui a connu une crise majeure en 2010-2011, juste après la dernière élection présidentielle. On en a tous entendu parler. Vox Africa était sur le terrain. Vous avez pu suivre l'évolution de cette crise. Depuis lors, les choses ont évolué. Le président Alassane Ouattara a fait son investiture le 21 mai 2011. Ça fait donc un peu plus d'un mois, le 21 mai 2012, qu'il a fêté un an à la tête de la Côte d'Ivoire. Et nous allons parler ce soir du bilan du président Alassane Ouattara, du bilan du pouvoir en place à Abidjan. Le président Alassane Ouattara, lors de son discours d'investiture, avait parlé d'une mission de reconstruction et de réconciliation du pays et des Ivoiriens. On verra s'il a avancé, s'il a progressé dans cette mission et dans ce but. On en parle avec des invités ici sur place. Ils sont tous ivoiriens, mais ça ne sera pas simplement un débat entre Ivoiriens, puisque c'est un débat que l'on fait devant la face du monde, devant l'Afrique, parce que la crise ivoirienne a été un moment très grave, un moment emblématique que toute l'Afrique a suivi, parce que ça a un petit peu dénoté de ce que peut être le progrès démocratique sur notre continent. Alors je vous présente tout de suite nos invités. À ma droite, ceux qui représentent en quelque sorte le camp d'Abidjan, c'est-à-dire ceux qui sont proches du pouvoir du président Alassane Ouattara. Tout d'abord, M. Joël Nguessan, ex-ministre et aujourd'hui porte-parole du RDR, c'est-à-dire le parti du président Ouattara. M. Nguessan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. À vos côtés, M. Mamadou Touré. Il est conseiller du président Alassane Ouattara, chargé des questions de la jeunesse. M. Touré, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci à Vox Africa. Merci. Et alors, face à vous, deux Ivoiriens également, deux Ivoiriens plutôt critiques face au pouvoir en place à Abidjan. Ils sont proches, si on peut dire, de l'ancien pouvoir, c'est-à-dire celui de l'ex-président Laurent Gbagbo. Tout d'abord, Monsieur Claude Koudou, qui est le représentant adjoint du président Laurent Gbagbo pour l'Europe et les USA. Monsieur Koudou, bonsoir. Bonsoir à Vox Africa, merci de nous inviter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, Monsieur Thibaut Oubou, qui est président d'une organisation qui s'appelle Africains du Monde, une organisation qui est chargée de la défense des Africains. Bonsoir, Monsieur Oubou. Bonjour, Monsieur Eric. Merci beaucoup aussi d'être là. Alors, on va essayer de diviser, pour question de méthodologie, ce débat qui durera en tout 1 heure, 60 minutes. On le divisera en 4 parties fondamentales qui constituent les 4 thèmes majeurs pour essayer de comprendre justement le progrès et l'avancement de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, la question de la sécurité, parce qu'elle est fondamentale. Sans la sécurité, après une crise majeure qui a fait près de 5 000 morts selon le bilan des Nations Unies, on va essayer de savoir ce que durant un an, le pouvoir en place à Abidjan a fait pour essayer de sécuriser le pays. Ensuite, on parlera de la réconciliation et de la justice, parce que bien sûr, il n'y a pas de réconciliation sans une justice indépendante. On parlera notamment précisément du cas de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui est actuellement détenu à La Haye, à la Cour pénale internationale. Enfin, troisième volet, et non des moindres, celui de la reconstruction, c'est-à-dire le volet économique et social, dans un pays qui a mis les bouchées doubles pour essayer de se reconstruire et d'aller de l'avant économiquement, mais qui, bien sûr, doit faire face aussi, comme un petit peu l'ensemble du continent et même l'ensemble du monde, à une crise économique, donc le chômage et aussi le pouvoir d'achat, la question du pouvoir d'achat des Ivoiriens est très importante. Enfin, dernier volet, ça sera le dernier volet de cette émission, on parlera des relations internationales, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas seule au monde, elle est insérée en Afrique de l'Ouest, donc au sein de la CEDEAO, et également donc au sein de l'Union africaine, et on parlera des relations entre la Côte d'Ivoire et ses pairs, c'est-à-dire les autres pays africains, mais aussi ses relations avec la France, ex-colonie, la France qui a joué un rôle important dans la résolution de la crise en Côte d'Ivoire. Alors, premier volet, je disais la sécurité. La sécurité, on le comprend très bien, parce que même le président Alassane Ouattara, lors du dernier remaniement après les élections législatives, il a été président, mais il a pris aussi le portefeuille de la défense, donc pour préciser que ce dossier est très important
à ses yeux et aux yeux des Ivoiriens. Il y a notamment la question du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion de plus de 45 000 personnes qui avaient été mobilisées, notamment au sein des FRCI, hein, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, et puis aussi tous ces jeunes qui ont pris des armes durant la crise, qu'il faut désarmer, et puis qu'il faut bien sûr essayer de réinsérer dans la population. Il faut aussi collecter les armes qui sont réparties dans le pays, et puis voir aussi les problèmes qui se passent à l'ouest du pays, où il y a encore certaines poches d'insécurité. Alors pour commencer, je m'adresserai à vous, Monsieur Nguessan. Hein. Comme je l'ai dit, vous êtes porte-parole du RDR. Le RDR, c'est le parti au pouvoir, puisqu'il a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors en termes de sécurité, un an plus tard, qu'est-ce qui a été fait? Bien, en tout cas, je vous remercie. En 2 minutes. En 2 minutes. Comme ça, je vais vous dire que en avril 2011, on avait une sécurité niveau 4. Aujourd'hui, nous sommes à une sécurité niveau 1, ce qui amène aujourd'hui la Banque africaine de développement à accepter de retourner en Côte d'Ivoire. Donc la sécurité s'est sérieusement améliorée en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire plus d'exactions à Abidjan, comme à l'époque où on parlait qu'il y avait des barrages sur la route, il y avait des rapts. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé au niveau d'Abidjan. Il y a quelques zones où encore des individus qui détiennent illégalement des armes, que ce soit des gens qui ont combattu au niveau à côté des FDS ou bien ceux qui ont combattu à côté des FRC, qui n'ont pas encore déposé les armes. C'est ça qui constitue quelques petites difficultés. Sinon, le niveau de sécurité est passé du niveau 4 au niveau 1. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les institutions internationales ont jugé que c'est important pour la Côte d'Ivoire d'atteindre ce niveau pour pouvoir arriver en Côte d'Ivoire. La BAD va bientôt retourner en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas encore de date précise de ce point de vue-là. Donald Kaberuka a rappelé ce principe lors des dernières assemblées de la BAD à Arusha. Il a dit on va rentrer en Côte d'Ivoire, mais sans préciser bien, sans parler de la question de la BAD précisément, mais c'est pour dire qu'il y a encore certains doutes sur la possibilité de ramener cette grande institution. Non, le doute n'est pas au niveau de la sécurité, le doute est au niveau des infrastructures à réaliser pour leur retour. Sinon, au niveau de la sécurité aujourd'hui, une ville comme Abidjan qui compte à peu près 6 millions d'habitants, un niveau d'insécurité qui est pratiquement le même que New York, Paris, ainsi de suite. Donc franchement, on peut dire que l'insécurité qu'on avait connue en avril 2011, comparée à ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout comparable. Mais il y a la question des armes, par exemple, la prolifération des armes légères. Il y en a le ministre d'État Ahmed Bakayoko, un ministre d'État proche du président Alassane Ouattara, qui a donc ce département sous son autorité, a une ambition de récolter environ 5000 armes pour l'année 2012. Là, il doit être à peu près à 1500 d'après les dernières informations que j'ai. Bon. Concernant la prolifération des armes légères en Côte d'Ivoire, il faut savoir que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le conflit libérien en 89 jusqu'au conflit en Sierra Leone, les armes ont circulé dans toute la sous-région. Donc c'est un défi majeur pour tous les chefs d'État de la sous-région de pouvoir récolter les armes. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a un plan pour récolter ces armes. C'est essentiellement le plan qu'on a appelé la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants. Puisque, conformément à l'accord de Ouaga, il y a eu 10 000 ex-combattants qui ont été intégrés dans l'armée, la gendarmerie et la police, mais les autres, ils sont rentrés chez eux avec leurs armes. Il faut maintenant récupérer ces armes et puis leur trouver un nouveau métier. C'est ça qui constitue le défi majeur. Sinon, il n'y a pas tellement de problèmes. Et ces gens, ils attendent d'être réinsérés. Et le président Ouattara en a fait vraiment une priorité, la priorité des priorités. Monsieur Touré, quelque chose à ajouter sur ce dossier pour Oui, juste pour compléter ce que le ministre Joël Nguessan a dit. Souvenez-vous aussi que la Côte d'Ivoire était sous embargo et que malgré l'embargo, l'ex-président Laurent Gbagbo, en violation donc de l'embargo, a investi des centaines de milliards de francs CFA à l'achat d'armes. Certains jeunes Ivoiriens se sont retrouvés miliciarisés. Et c'est toute cette situation que nous devons gérer. Donc vous aviez donc les ex-combattants proches de M. Laurent Gbagbo, généralement appelés les groupes d'autodéfense, sinon les miliciens. Vous aviez aussi les éléments des ex-forces nouvelles qui ne sont pas pris en compte donc, dans le processus de réintégration de l'armée. Situation qui a été aussi exacerbée par la crise post-électorale que nous avons connue. Mais depuis lors, ce que le ministre Joël a dit, la situation a nettement évolué. Premièrement, les forces de défense et de sécurité, notamment les FRC, ont été quasiment tous
encasernés. La police et la gendarmerie, qui avaient totalement disparu lors donc, de la crise post-électorale, aujourd'hui ont repris service. Et progressivement, toute l'étendue du territoire aujourd'hui est couverte donc, par la police et la gendarmerie. Et bien évidemment, même au nord du pays, jusqu'à la frontière, des commandants, là, jusqu'à la frontière ivoirienne avec le Mali et le Burkina, aujourd'hui, vous avez des postes de police et de gendarmerie. Ceci est vérifiable. Et on peut circuler de Bouaké à Abidjan Mais on circule de Bouaké à Abidjan. C'est pas qu'on peut, on circule de Bouaké à Abidjan. Donc, plus de coupeurs de route il y a encore quelques actes donc, liés à ce que vous venez de dire. C'est ce qu'il a appelé le banditisme. Certaines personnes qui détiennent encore illégalement des armes, ça donne donc à ce genre de pratique. Il y a 1 an, c'était à Abidjan. Aujourd'hui, Abidjan était totalement sécurisé. Ces personnes, ces délinquants se sont déployés progressivement dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a pris des mesures. Ces personnes ont été traquées et aujourd'hui, nous sommes à un niveau de sécurité acceptable pour tous. Et ce niveau de sécurité acceptable pour tous fait que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui choisissent la destination Côte d'Ivoire. On reviendra sur cette question des investisseurs dans le 3e volet où on parlera plus précisément du volet économique. Je me tourne vers vous, comme je l'ai dit. Vous, par exemple, Monsieur Koudou, vous êtes le porte-parole adjoint de l'ex-président Laurent Gbagbo. Est-ce que ce constat, ce diagnostic, si on peut dire, de l'état de la sécurité en Côte d'Ivoire, 1 an après la prise de pouvoir, l'investiture du président Ouattara, vous le partagez ou vous avez un regard critique là-dessus? Alors déjà, la première chose, c'est que M. Touré Mamadou, on a eu l'occasion le 13 mars dernier à l'Assemblée nationale de débattre. Je voudrais que la rencontre de ce soir, du moins de cet après-midi, ne soit pas une rencontre de trop. Parce que quand on parle, justement, il faut qu'on arrive à construire, il faut qu'on arrive à avancer. Et je ne voudrais pas que nous restions dans l'anecdotique et dans l'invective. Le déni, qui a toujours été la stratégie du RDR, puisqu'il s'agit de ça, la propagande, eh bien, ça fait des années que nous y avons assisté. Alors, j'ai bien aimé votre expression, le camp d'Abidjan. Bon. Mais le ministre Nguessan a parlé de niveau 1, niveau 4. Je veux dire, les institutions internationales, quand elles prennent leur décision de faire quelque chose, ça dépend vraiment des niveaux. Il y a des complicités que nous connaissons, des complicités qui existent, qui sont manifestes, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de l'Union africaine. Et je crois que la Côte d'Ivoire, dont nous avons commencé à parler, il faut que ce soit la Côte d'Ivoire réelle et non la virtuelle. Exactement. Donc, parce qu'il dit, et je termine, d'aller dans la polémique par rapport à des complicités, est-ce que vous pouvez contredire par des faits voilà, on va en rester effectivement à des faits. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'il y a des personnes qui sont traquées, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer librement, des personnes qu'on prend à l'étranger, qu'on rapatrie, mais des gens qui sont allés se cacher. Et ça, c'est monnaie courante. Des arrestations donc extrajudiciaires. C'est ça la réalité aujourd'hui. Mais on va essayer de serrer les problèmes, parce qu'on ne va pas parler du volet judiciaire dans cette première partie. Parlons du volet sécuritaire. C'est vrai, moi j'étais à Abidjan pendant la crise, Vox Africa y était encore. C'est clair qu'on ne pouvait pas circuler dans Abidjan de façon, si on peut dire, sécurisée. Aujourd'hui, M. Nguessan, M. Touré disent que la situation s'est substantiellement améliorée. Clairement, il y a moins d'exactions à Abidjan. C'est vrai que ça peut être étayé par... J'ai lu les mêmes informations qu'eux, disant que la BAD, donc la Banque africaine de développement, a dit que le niveau de sécurité était au niveau 1 et que ça lui permettait peut-être de revenir s'installer à Abidjan. Si vous avez des informations contraires, donnez-nous les faits et étayez. J'ai lu la même information. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la sécurité, en Côte d'Ivoire, la réalité n'est pas celle que M. Nguessan et son collègue décrivent. Quelle est la réalité aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, selon vous? Selon moi, c'est que les forces, enfin les FRC ne contrôlent pas du tout la situation en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité.
Si aujourd'hui ça. Mais vous vous basez sur quel rapport pour sur quel rapport je me base? Est-ce que c'est une sensibilité parce que non, c'est pas une la sécurité, je veux dire, la sécurité totale, elle est impossible. Hein, de dire même dans d'autres capitales mondiales, pour ne pas les citer, il y a des faits de criminalité qui existent. Mais c'est une question de leur niveau. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis 2011 ou alors, pour vous, elle s'est empirée ou elle est la même? Bon, alors, attendez, laissez-le terminer. Alors, ce qu'il y a, bon, à son habitude, alors il commence là. Non, monsieur Touré, laissez-le terminer. Alors, il commence. Le but de ce débat, ce n'est pas la polémique. Si je suis hors de la Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas hors de la Côte d'Ivoire quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Alors, vous nous laissez parler des problèmes qui sont posés, hein, parce que ce n'est pas le déni, les invectives, ce n'est pas avec ça qu'on va avancer. Alors, pour répondre là-dessus, on passe d'un niveau 4 à un niveau 1, nous dit-on. Il y avait une situation de guerre. La situation de guerre s'est terminée. Il reste qu'il y a beaucoup de barrages qui existent encore. Il reste que les gens ne peuvent pas fréquenter tranquillement les boîtes de nuit. D'accord ? C'est ça aujourd'hui la réalité en Côte d'Ivoire. Donc la sécurité n'y est pas établie. Alors effectivement, comme on vient de loin... Il y a une différence notable entre le sentiment d'insécurité et la sécurité comme telle qui peut être statistiquement, je veux dire, relevée avec des faits de criminalité. Peut-être que je me tourne vers vous, oui, voilà. Monsieur Odou. Est-ce que vous... Excusez-moi, Thibaut Obou. Est-ce que vous partagez le fait qu'il y ait une amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, oui ou non? Non. Je pense qu'actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas un état de sécurité. Pour une raison simple, c'est que les personnes qui doivent assurer la sécurité ne sont pas en armes. Les policiers et les gendarmes ne sont pas en armes. Ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils peuvent peut-être nous dire si les policiers et les gendarmes sont en armes. Ils sont en armes. Bon. S'il estime qu'ils sont en armes... Et je vous invite à retourner avec moi à Abidjan et vous verrez. Ce serait très bien. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas en armes. Et ceux qui sont armés, ce sont les FRCI, c'est-à-dire que des voyous qu'on a armés, qu'on a mis à la tête de l'État et dans les départements les plus importants. Et les gendarmes qui sont censés être en armes, ils n'ont pas les armes. Et donc déjà, ça pose un problème de sécurité qui est très grave. Donc, en termes de niveau, nous sommes vraiment très loin. Et deuxièmement, la sécurité, elle est individuelle. On ne peut pas être dans un pays où on est traqué tous les jours. On ne peut pas être dans un pays où on ne peut pas aller du nord au sud. C'est pas possible. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et récemment, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous venez de la Côte d'Ivoire, vous savez ce qui s'est passé à l'ouest. On parle de sécurité. Mais les gens sont abattus comme des chiens. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire en termes de sécurité comme étant un pays sécuritaire ou un pays de droit. Je rappelle encore une fois, pour terminer, que la Côte d'Ivoire actuelle n'est pas un pays de droit. On en parlera encore. Donc, mais pour vous, la sécurité, c'est-à-dire les faits de criminalité, n'ont pas diminué en Côte d'Ivoire depuis un an. Non seulement elle n'a pas diminué, mais pour être objectif. C'est-à-dire que la situation de crise issue des élections a aggravé l'insécurité. Avant même les élections, il y avait aussi l'insécurité. Donc, en état de post-électoral, on ne peut même pas parler de sécurité, c'est pas possible. Bon, alors répondez. Non, moi je vais sur la question des armes, est-ce que c'est vrai que la gendarmerie n'est pas armée? Claude Coudou, Monsieur Touré, répondez à ma question. Mais je réponds à votre question. Monsieur Claude Coudou en face de moi a parlé d'invectives, a parlé donc d'un certain nombre de tons que nous devons avoir. Lorsqu'on traite une armée républicaine de voyous... Mais c'est la réalité. Je lui laisse la responsabilité de ces voyous. Laissez-le parler, oui. Mais ces personnes qui sont battues pour la Côte d'Ivoire, qui assurent au quotidien la sécurité, ne sont pas moins voyous que les miliciens et les mercenaires recrutés par Laurent Gbagbo. Et donc, il faut faire la distinction des choses. Deuxième élément, ces deux messieurs sont totalement illuminés et déconnectés de la réalité ivoirienne. J'aurais voulu que vous invitiez à ce débat des pro-Gbagbo qui sont en Côte d'Ivoire. Moi, j'en rencontre tous les jours. Je peux citer des noms qui viennent me voir à la présidence, avec qui je mange tous les soirs, avec qui je sors, contrairement à ce que vous dites, tous les jours. Qu'on me dise que Amani Nguessan est en prison, il n'est pas libre de ses mouvements. Qu'on me dise que Justin, responsable de la jeunesse du FPI, qui tous les jours tient des propos durs à la télévision, il n'a jamais été inquiété. Des personnes qui sont arrêtées aujourd'hui sont des personnes qui ont été prises en flagrant délit de crimes économiques ou de crimes contre l'humanité. La majeure
partie des membres du FPI vivent normalement en Côte d'Ivoire. FPI, le parti FPI ou les Gbagbo. Gbagbo. Ils sont en prison. Ils sont tous en prison. Ils ne sont pas en Ils prison. sont tous en monsieur. prison. Vous êtes Tous. totalement déconnectés. Non, tous en prison. Et c'est le drame, en fait. Non, non, non seulement ils sont tous en prison, mais c'est un Ivoirien, quel que soit là où il se trouve, son État, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, être déconnecté, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas Ivoirien. C'est quand même triste. Personne n'a mis en cause. C'est quand même triste. C'est quand même triste. On se calme. On se calme. On va essayer de parler. On va essayer de parler. Monsieur Kodo, un instant. Monsieur Touré, on va essayer de parler chacun à la fois. Donc, sur la question de la criminalité, oui ou non, personne n'a établi ici des statistiques pour essayer de démontrer qu'effectivement la criminalité. Mais ce qui s'est passé, baissé. je reprends précisément votre question. Ce qui s'est passé le 11 avril, nous venions de sortir d'une situation où nous avons connu 3000 morts. Jusqu'au début du mois de juin, des mercenaires libériens recrutés par Laurent Gbagbo continuaient encore à tuer dans les rues d'Abidjan. Le défi sécuritaire était d'abord d'assainir Abidjan et les villes de l'intérieur. Ça a été fait. On n'entend plus parler de mercenaires, en tout cas à ce niveau. Ils parlent de l'Ouest, mais qu'ils disent que le dernier rapport de Human Rights Watch, parlant justement de ce qui se passe à l'Ouest, dit que vos exilés, c'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens. Attendez. C'est des Ivoiriens. Posez une question ou faites une affirmation, M. Touré, en 30 secondes, pour laisser clairement, il y a une semaine, dans un rapport, attendez, vous allez pouvoir répondre. Écoutez, les pro-Gbagbo à l'exil sont en connexion avec des Libériens qui les recrutent en vue de déstabiliser la Côte d'Ivoire par l'Ouest. Et c'est ce qui se passe. Bon, exactement. Alors, monsieur Obou, ce qui est intéressant pour monsieur Touré, répondez alors. Oui, je réponds. Si on quitte de la question de la criminalité même à Abidjan, et on parle justement de ces poches, encore, sans de la sécurité à l'ouest du pays, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus précisément? Je trouve que c'est dramatique qu'un État qui se dit politiquement assurer la sécurité de tout le territoire se dise que quand il y a des troubles à l'ouest, ces troubles sont dus au pro-Gbagbo. Je pense qu'il faut être responsable. Et quand on est responsable, on assume sa responsabilité. Et on vous arrête quand vous faites des choses. Oui, mais c'est de l'arbitraire. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est de dire qu'effectivement, à l'ouest, nous n'avons pas la main sur l'ouest. Là, dans ce cadre-là, je peux considérer que vous êtes responsable. Mais il ne faut pas dire que ce sont des pro-Gbagbo qui sont à l'ouest. C'est la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis. C'est un territoire. C'est un territoire national. Un territoire national. Y a-t-il eu, oui ou non, des mercenaires recrutés par le camp Gbagbo qui essayent de faire des infiltrations dans le pays à partir du Libéria? Il n'y a pas de mercenaires recrutés par Gbagbo, puisqu'actuellement il est déporté à La Haye, donc il ne peut pas recruter des mercenaires. Donc, quand on dit Gbagbo, c'est peut-être se dire ses amis. Ils sont tous en prison. Ils sont tous en prison. Tous les ministres sont en prison. Les premiers ministres sont en prison. Ils sont tous en prison. Il n'y en a pas un. Gaucho Marcel en prison. Nadi Bamba en prison. Écoutez, ils sont tous Blé Goudé en prison. On vous parle de personnes qui sont en exil, qui attendez. Ok, monsieur Touré, monsieur Obou, vous avez assez pris la parole. Bon, on va continuer à parler de ça. Monsieur Obou, ne prenez pas la parole. On va avancer. On voit bien que sur le dossier sécuritaire, si on voulait de la criminalité, on ne parvient pas à vous entendre. Chacun a donné ses arguments. Vous me remettez en cause même l'indépendance, si je puis dire, de ceux qui font cette comptabilité, qui font ce relevé statistique. Mais c'est votre droit, mais ils ont pu aussi exprimer leur point de vue. Passons à l'étape suivante, et on va voir si on peut avancer. C'est celui de la réconciliation et de la justice. Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Alors, aujourd'hui, le camp Gbagbo dit qu'il ne peut pas avoir de réconciliation s'il n'y a pas au préalable la libération de Laurent Gbagbo, qui est détenu, comme je le disais, à la Cour pénale internationale à La Haye. Alors, de ce point de vue-là, dites-nous, pour vous, ça reste la condition sine qua non, il faut que Laurent Gbagbo soit libéré? Non seulement il faut qu'il soit libéré, parce qu'en fait, ce que les gens oublient, c'est que dans un état de droit, il y a souvent, après l'élection, il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais une fois qu'on a déclaré le gagnant et le perdant, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout le monde en prison. Y compris tout le gouvernement, ils sont tous en prison. Mais avec qui voulez-vous négocier? Avec qui voulez-vous parler? Dans mon ouvrage, par exemple, Bâtir la Côte d'Ivoire, avant les élections, je disais qu'on ne peut pas avoir un pays si la justice n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a élection qu'il faut détruire les palais nationaux, qu'il faut détruire les résidences, qu'il faut mettre à nu une première dame de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Donc, pour parler réellement encore de réconciliation, faudrait-il reconnaître la Constitution de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle a dit, cette Constitution? Elle a dit quoi, le Conseil constitutionnel?
le Conseil a donné son verdict. Et il a dit que c'est le président Gbagbo qui était vainqueur. Donc vous voulez revenir encore à la question, si je peux dire, de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que si on veut réellement que ce pays. L'idée, c'était quand même d'avancer, de oui, mais gérer la situation actuelle. Oui, mais pour réellement avancer, il faut que nous nettoyons les écuries. Il faut faire en sorte que chacun soit stable, non seulement dans sa tête, mais dans sa sécurité, ce qui n'est pas le cas. Et donc, pour comprendre bien votre propos, pour vous, il n'y aura pas de solution de réconciliation en Côte d'Ivoire tant que Laurent Gbagbo ne sera pas non seulement tant que Laurent Gbagbo ne sera pas d'abord chez lui en Côte d'Ivoire, parce que nos frères considèrent qu'une fois qu'on n'est plus en dehors de la Côte d'Ivoire, on n'est plus ivoirien, c'est quand même grave. Et deuxièmement, il faut que toutes les personnes qui sont arrêtées, quand même, respectons les fonctions. Il y a les premiers ministres qui ont eu des fonctions dans ce pays. Il faut les respecter. Nous avons les gouverneurs de banque qu'on a mis en slip. Il faut les respecter. À partir du moment où on ne respecte pas la base même de l'être humain, comment voulez-vous négocier? Avec qui vous allez négocier? Très bien. Je vais vous poser la question. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de ces messieurs. C'est pas grave. Je vous pose une question directe. Dans ce pays, on a eu un président de la République. Oui. Expliquez-nous de façon claire. L'idée n'est pas de faire de la polémique. Expliquez-nous de façon claire. Pourquoi, justement, le président Laurent Gbagbo est-il jugé actuellement à la Cour pénale internationale? Parce qu'on parle de la question de la réconciliation et de la justice. Pendant un an, quel a été le bilan judiciaire du président Alassane Ouattara? Ça a été notamment l'arrestation de Laurent Gbagbo, d'un certain nombre d'autres, de ses colistiers, et le jugement, si on peut dire, les enquêtes sur eux. Et Laurent Gbagbo, il a terminé à La Haye. Alors pourquoi ne pas le juger en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce n'est pas la reconnaissance de l'incapacité de la justice nationale d'abord? Bien, je vais vous dire que pour les auditeurs et peut-être pour certaines personnes sur ce plateau, il faut savoir que la Cour pénale internationale, c'est une juridiction permanente chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Quand on parle de crimes contre l'humanité, il y a une typologie des crimes qui rentrent dans ce cadre-là. Laurent Gbagbo n'est pas à La Haye aujourd'hui à la demande de la Côte d'Ivoire. C'est la Cour pénale internationale qui l'a pris pour l'amener. La Côte d'Ivoire avait son mot à dire. Bien sûr, elle pouvait dire non. Et le mais seulement, il n'y a pas d'autosaisie dans la Cour pénale internationale. Pour éviter. Il faut que ça soit ratifié. On n'a même pas ratifié. Pour permettre, on peut le laisser. On n'a même pas ratifié les faits. Non. Écoutez, si on peut laisser le ministre Nguessan terminer en 1 minute son propos. Et comme ça, je disais que donc il a été transféré à La Haye pour des crimes qui sont avérés. Par exemple, si on s'en réfère à l'article 125 qui a été utilisé pendant le conflit ivoirien, où quand tu es Baoulé, tu es RHDP, tu es Dula, systématiquement tu étais brûlé, ce type de crimes-là sont considérés comme des crimes contre l'humanité. Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Arrêtez, vous n'y êtes pas. Je préfère que vous me laissez finir mon argumentaire. Mais terminez, soyez bref, comme ça donne l'occasion aux autres de répondre. La justice s'impose. Il n'est pas question qu'il y ait impunité. Pendant près de 10 ans en Côte d'Ivoire, il y a eu l'impunité consacrée par le régime. Ouattara arrive, il dit, il n'est pas question qu'il y ait impunité. Sur combien de morts? Combien de morts à l'arrivée de Ouattara? 5000 morts. Qui a tué ces gens? Qui a tiré sur les femmes à Bobo? Ah non, écoutez, arrêtez la négation permanente. Ouattara aurait voulu gouverner ce pays tranquillement si Laurent Gbagbo avait cédé le pouvoir. Ouattara n'a jamais voulu que Laurent Gbagbo tue 3000 personnes avant qu'il n'accède au pouvoir. Non, il faut que ce soit assez clair. Alors, donc, vous dites, le point essentiel, c'est que vous dites qu'il n'y aura pas d'impunité. Non, il n'y aura pas d'impunité. Donc, alors, la question qui vous est posée... Avant que vous posiez votre question, je voudrais vous dire que la réconciliation se fera en Côte d'Ivoire. Mais sans les Ivoiriens, donc. Non, écoutez. Sans les Ivoiriens. C'est pas une minorité de criminels qui va vous avez estimé que en dehors de ces questions, vous avez plus de temps de parole. Mais répondez-lui sans invective et sans la polémique. Dites-moi pourquoi, justement, ce propos de vouloir réconcilier à travers la justice. Je veux dire, c'est un propos que vous devrez, enfin, une intention que vous devrez partager. Alors, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Sauf que là, je vais laisser la parole à Claude Cousteau, mais sauf que là, on n'a pas une justice. Il s'agit là d'une justice, en fait, comme on dit, justice de vainqueur, où on traduit que les personnes qu'on veut mettre hors des frontières, donc nos frères qui sont là, considèrent, encore une fois, quand on est hors de frontières, on n'est plus ivoirien. C'est ce qu'ils disent là, on n'y sommes pas. Mais il faut bien, pour qu'il y ait réconciliation, il faut tous les Ivoiriens. Et tous les Africains d'ailleurs, parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les Ivoiriens. Il y a aussi les Africains qui sont là-bas, qui ont des intérêts à y être là-bas. Donc,
Encore une fois, la justice que nous observons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une justice. Elle est basée sur rien, puisqu'elle n'est pas basée sur la constitution ivoirienne. D'accord. Monsieur Godou, Monsieur Godou. Alors, je pense, Monsieur Godou, je pense qu'il faut en venir à des normes. Ça ne sert à rien de créer impunité, impunité. Justice et réconciliation, ça a été votre question. Tout se passe comme si ce qui sévit en Côte d'Ivoire est une génération spontanée. Alors, on nous parle de gens qui ont tué, que Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a toujours une tradition politique, c'est la tradition pacifique à la démocratie. Et celui qui a tué le 19 septembre 2002, c'est bien Guillaume Soro et ses amis. Et ils ont poursuivi cette tuerie. Quand il parle, monsieur, parce que la réalité, c'est que la justice qui va être rendue, si elle est vraiment juste, va révéler le fait que tout ce qu'ils ont déployé comme semblant de preuve, que c'est faux. Parce que les gens qui ont été brûlés, ce sont eux qui ont brûlé les gens. Mais donc, alors, si je suis votre propos, il faut jouer le jeu de la justice pour essayer que toute la vérité soit dite. Tout à fait. Il faut jouer le jeu de la justice, mais ça suppose à ce moment-là que Laurent Gbagbo soit ramené en Côte d'Ivoire. Parce que d'abord, nous n'avons pas signé... Pour vous, Laurent Gbagbo serait mieux jugé en Côte d'Ivoire qu'à la CPI? Nous n'avons pas signé Laurent Gbagbo, il n'a pas à être à la CPI parce que ceux qui ont tué, ils sont aujourd'hui dehors. Laurent Gbagbo, on nous dit qu'il n'a pas accepté de laisser le pouvoir, mais quand on est proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel de son pays... Mais quand on a donné... la Constitution. Alors nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de justice. Parce qu'eux-mêmes est venu dire que tous les actes posés par le président Ouattara depuis son élection je termine. Ça n'existe nullement dans la Constitution. Ça n'existe nullement dans la Constitution. Ça n'existe nullement dans la Constitution. Le dédit ou le déni. Et simplement, on voit très bien que ces personnes-là ne respectent pas la Constitution. Ma question, elle est claire. Est-ce que Laurent Gbagbo, vous exigez sa libération, mais n'a-t-il pas plus intérêt à être jugé à la CPI pour bénéficier d'une justice impartiale plutôt qu'en Côte d'Ivoire? Parce que si on le juge en Côte d'Ivoire, vous direz directement que la justice est une justice téléguidée par le pouvoir Ouattara. Non, pourquoi? Parce que, on n'a pas signé le traité de Rome. La Côte d'Ivoire n'a pas signé cette histoire. Donc, il n'y a pas... Vous allez répondre. Je finis et puis vous allez réagir. On n'a pas signé le traité de Rome, donc on n'a pas à envoyer un de nos parents, un de nos frères de l'autre côté. Deuxièmement, quand on a confiance à sa justice et quand on sait qu'on est vraiment responsable, on juge soi-même ses ressortissants. Ça, c'est un principe de base. Alors, moi, répondez. Je connais très bien M. Obou, que j'ai rencontré plusieurs fois au cours de certaines activités. Et il est ivoirien comme vous? Il est ivoirien. Je le croyais intellectuel, mais je me rends compte que c'est sujet à caution. Non, ça, ce n'est pas à propos. Je le dis pourquoi? Parce que c'est simple. Écoutez ces propos. Incohérence et ignorance. M. Obou nous dit qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Mais au même moment, M. Obou nous dit que Laurent Gbagbo aurait dû être jugé en Côte d'Ivoire. Donc, soit on admet qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. En ce moment, je peux comprendre qu'on demande que Laurent Gbagbo soit jugé en Côte d'Ivoire. Mais si on estime qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, si la justice internationale se saisit du dossier et veut éclairer l'opinion sur ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire, normalement, on devrait applaudir. Et je note, contrairement à ce qu'il dit, que Laurent Gbagbo lui-même, lors de son procès, a dit qu'il se sentait très bien à La Haye et qu'il était totalement satisfait des conditions de procédure, ainsi de suite. Nous n'avons pas de commentaire particulier à faire à cela. La justice internationale est totalement indépendante. Par contre, en Côte d'Ivoire, vous avez des personnes qui ont été prises, oui, en flagrant délit. Comme je l'ai dit en début de propos, le gouvernement fantoche dont il parle a quand même cassé la BCEAO. Plusieurs centaines de milliards de francs CFA ont été volés. Le gouvernement fantoche dont il parle a orchestré avec certains chefs militaires, de Boblé et autres, l'assassinat de femmes à Bobo Koumassi avec des obus, a recruté des mercenaires. Mais vous voulez qu'on laisse ces personnes en liberté au nom d'une prétendue réconciliation? Non. Pour Alassane Dramane Ouattara, cher monsieur. Il y a un crime contre l'humanité. La réconciliation
La base d'une réconciliation, c'est la justice. Très bien. Et il s'engage. Très bien, monsieur Touré. Monsieur Touré, laissez parler. Au même niveau de la société. Très bien. Il y a un crime contre l'humanité qui a été commis, vraiment très grave par ton corps. Je suis africain, et en tant qu'Africain... Monsieur Touré, vous avez eu la parole. Laissez-le parler. Monsieur Touré, s'il vous plaît. Monsieur Obou, allez droit au but. Allez droit au but. Monsieur Touré, laissez-le répondre. C'est plutôt l'honneur de l'Afrique de voir leurs dignes représentants, fils, parler de cette façon. Allez-y, droit au but. Ce que je dis, c'est qu'il y a un crime qui a été commis. C'est-à-dire que pendant les événements, les médicaments. C'est quoi un crime? Les médicaments. Les médicaments. Monsieur Touré, c'est pas vous qui posez la question sur le plateau. Les médicaments en Côte d'Ivoire ont été interdits. Embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire. Nulle part au monde. C'est un crime. C'est un crime. Je finis, laisse-moi. Je finis. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Je finis. C'est un crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce que, cette décision a tué plusieurs personnes. Des deux camps d'ailleurs. Des deux camps. Et c'est la première fois au monde, qu'il y a embargo sur les médicaments. Attendez, ne répondez pas. Nos téléspectateurs auront l'occasion de vérifier. C'est maintenant. Nos téléspectateurs, écoutez, on va pas, on ira. C'est à vous que je demande d'aller regarder. Nos téléspectateurs, on ira et on vous donnera l'information exacte sur Vox Africa. On va marquer une pause avant d'aborder les deux derniers volets de ce débat, c'est-à-dire la reconstruction, l'économique et le social, et enfin la diplomatie et les relations internationales. On se retrouve tout de suite sur Vox Africa. À bientôt. Bonsoir à tous, retour sur le plateau de Vice Versa sur Vox Africa pour un débat spécial Côte d'Ivoire où on parle de ce pays, on essaye de voir quel était le bilan du président Alassane Ouattara après un an à la tête de l'État, avec 4 Ivoiriens qui sont ici. À ma droite, M. Nguessan et M. Touré, qui représentent en quelque sorte le pouvoir de Abidjan, l'actuel pouvoir, donc ceux qui sont en place. Et puis à ma gauche, M. Koudou et M. Obou, qui eux sont proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Alors dans une première partie, on a parlé bien sûr de sécurité, on a parlé de réconciliation et de justice. À présent, troisième volet, on parle de la reconstruction de l'économique et du social. La Côte d'Ivoire, en 2012, devrait connaître une croissance aux alentours de 8%. Il y a un plan qui essaye d'amener le pays d'ici 2014 à une croissance à 2 chiffres et puis vers 2020 à un pays émergent. Ce sont les ambitions de l'actuel pouvoir. Mais quand on va voir par exemple les chiffres de l'indice du développement humain, le rapport 2011, je veux dire tout le monde peut le consulter, la Côte d'Ivoire est à la 170e place sur 187 pays, avec un indice de 0,4. L'espérance de vie se situe à 55,4 ans et la scolarité moyenne à 3,3 ans. C'est-à-dire des chiffres qui ne sont pas vraiment reluisants, mais le pays vient de 10 ans de crise politique et puis aussi, bien sûr, d'un état de guerre qui a été à la suite des élections de 2010. Alors pour en parler avec mes 4 invités, je vais tout de suite lancer le débat. Qu'est-ce qui a été fait durant un an pour essayer de remettre ce pays sur les rails d'un point de vue économique? On nous parle de PPP, plan présidentiel, non PPU, plan présidentiel pour l'urgence, qui mobilise près de 60 milliards de francs CFA. D'un autre côté, le pays a eu de l'aide, parce que dès que le président Ouattara a été investi, je veux dire, à la fois le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD, ils ont tous ouvert le portefeuille, ils ont donné de l'argent en Côte d'Ivoire, mais malgré tout ça, le panier de la ménagère, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est encore vide et les gens se plaignent de la cherté de la vie. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en un an? Bien, merci pour parler de ce qu'on a fait en un an. En 2 minutes. Il faut savoir d'où on vient. Sans nous refaire toute l'histoire. Non, on ne va pas refaire l'histoire du pays. On va vous dire que la Côte d'Ivoire, quand Ouattara est arrivé, c'était un pays qui était défiguré au plan économique. La Banque mondiale et le FMI même avaient estimé le taux de croissance à moins 6%. Un an après, on se retrouve à près de 8,7% de taux de croissance, soit un bond quantitatif et qualitatif d'à peu près 14 points, ce qui ne s'est jamais vu dans le monde. Qu'est-ce que nous avons réalisé? Pendant 10 ans, les plateaux techniques des hôpitaux ont été saccagés, mal entretenus. À la date d'aujourd'hui, les 32 principaux hôpitaux de Côte d'Ivoire ont leur plateau technique
réparer et même parfois renouveler. Pendant 10 ans, on n'a pas entretenu les pompes hydrauliques villageoises. En moins de 1 an, le président Ouattara a permis de réhabiliter 2500 pompes hydrauliques villageoises. J'en passe. Et ceux qui sont à Abidjan, ils l'ont constaté. Aujourd'hui, comme le dirait M. Yaoundé, il dit qu'il est heureux de pouvoir circuler sur une route bitumée pour aller chez lui. L'environnement de vie s'est assaini considérablement. Pas seulement à Abidjan. À Abidjan ou ailleurs? Déjà à Abidjan, au niveau routier. Le président Ouattara, même avant qu'il n'arrive, avant le 11, pendant qu'il était au Golfe, il a mis en place un programme présidentiel d'urgence qui consistait d'abord à refaire la voirie, à électrifier les zones qui méritaient de l'aide, refaire les routes, équiper les hôpitaux et surtout, soigner gratuitement les populations. En 1 an, cela a été fait. Je peux vous dire que c'est... Soigner gratuitement les populations. Soigner gratuitement les populations. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. C'est par là qu'il a commencé. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle les soins ciblés. Il y a eu près de 8660 kits scolaires qui ont été distribués gratuitement en 1 an. Près de 2 millions. Oui, 2 millions, oui. 2 millions de kits scolaires qui ont été distribués en moins de 1 an. Vous êtes d'accord sur les chiffres? Bien sûr, oui, non. Ça, c'était pour la première partie du PPU 1, puisque maintenant, nous sommes sur le PPU 2. Le plan présidentiel d'urgence. Le plan présidentiel d'urgence. Aujourd'hui, 2 millions de kits. Oui, 2 millions de kits Les scolaires. téléspectateurs vous regardent. Bien sûr. Je l'avance. De toute façon, c'est vérifiable. C'est vérifiable, on n'a pas besoin de mentir. Nos chiffres sont là. On a les statistiques des réalisations du programme présidentiel d'urgence. Tout le monde peut aller les consulter. Donc, La presque totalité des édifices en 2 mots, ont été réhabilités. À la faveur de cette guerre stupide qui nous a été imposée, je peux vous dire que les administrations n'étaient plus équipées. Donc pour vous, au point de vue économique, social, le pays est sur la bonne voie. Très bonne Okay, voie. Parce que quand on passe de moins avant- 6 à 8, je vous dis, c'est une croissance qui ne s'est jamais vue en Afrique. Mais cette croissance devrait être aussi inclusive, parce qu'après... Bien, maintenant, vous avez parlé tout à l'heure Attendez, de vous la avez cherté de la épuisé. On va d'abord voir la réaction de ce côté-ci, de la table. Qui veut prendre la parole, M. Oui. Koudou, M. Alors, Gou, M. Koudou vous avez donné tout à l'heure les bons chiffres. Encore une fois, ce qui vient d'être décrit ne correspond pas à la réalité. Donc il y a un plan présidentiel d'urgence, c'est la réalité. Ça, les plans, il y en a. Bon, il n'y avait pas de programme avant les élections. Si on en donne un maintenant, c'est bon. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que ce qui est décrit là ne correspond pas à ce que vivent les Ivoiriens. Là, je lui ai reposé la question tout à l'heure concernant le domaine de la santé. Aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux, ceux qui peuvent se soigner correctement en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Moi, j'ai des parents et le coût des soins, je connais ça, donc je parle des choses tangibles. Encore une fois, nous sommes dans la propagande et dans l'affichage. Une croissance donc, qui part de moins 6 et qui arrive à 8, donc un gap de 14%. Matériellement, la différence il suffit. Ne coupez pas. La différence. Poursuivez votre propos, ne vous laissez pas distraire. Voilà. Donc, ça ne correspond pas du tout à la réalité que les Ivoiriens vivent. Et quelle est cette réalité que les Ivoiriens vivent? Parce que quand on pose des pompes hydrauliques, ils le voient. Quand on distribue des kits scolaires, ils le voient. Alors, je veux dire... Si on veut mettre les chiffres les uns devant les autres, on pourra citer ce que Laurent Gbagbo a fait malgré la période de crise. Mais bon, moi je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il faudrait vraiment qu'on puisse avancer. Laissez-le terminer. Terminez, M. Koudou, ne vous laissez pas distraire. Les Monsieur chiffres, Touré, vous n'avez pas la parole. Les villages électrifiés, tout ça, ça n'existe pas. Touré, vous n'avez pas... Monsieur Touré, vous n'avez pas la parole. Vous êtes Monsieur Koudou, constamment dans le terminez. déni, encore Monsieur une fois. Touré, Monsieur Touré, vous n'avez pas la parole. Encore une fois, Laissez... vous êtes Des chiffres. toujours Monsieur dans le... Combien de villages Monsieur Laurent Gbagbo a Koudou, électrifié Monsieur Koudou, allez-y, dites-nous par rapport à ça, pourquoi vous estimez que l'effort qui a été fait, ce n'en est pas un, et ce n'est que la poudre aux yeux durant les 1 an du pouvoir de Ouattara. Alors, encore une fois, Posez vos arguments et y répondez. Les réalités se voient sur le terrain en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, donc je le disais tout à l'heure, ne peuvent pas se soigner, ils n'arrivent pas à manger comme ça se fait. Bon, l'insécurité, on en a parlé tout à l'heure.
Donc, pour moi, ce n'est que de l'affichage. Il n'y a rien qui se matérialise sur le terrain. Monsieur Obou, plus que de faire des incantations en disant les Ivoiriens ne peuvent pas se donner, est-ce que vous avez des évaluations concrètes Oui, moi je pour pense dire que la situation socio-économique s'est soit dégradée, soit ne s'est pas améliorée suffisamment? Oui, je pense que la situation sociale et économique est très très en bas, même des indices qu'on nous montre. Parce que la réalité, c'est que pendant 1 an, les universités ont été fermées. Vous pouvez confirmer. Parce que les gens l'avaient détruit. Non, je pense que quand on est dans un état de droit, quand on est dans un état de droit, je pense qu'on doit se préoccuper quand même de l'élite. Et l'université, quel que soit son parti politique, peu importe, on doit faire un effort pour que les universités ouvrent. On ne doit pas les fermer. Et ça, c'est une réalité. Deuxièmement, ce que je sais que la masse des Ivoiriens qui sont à l'extérieur, tant mieux d'ailleurs, envoient ce qu'on appelle ici le Western Union. Tous les jours, pour les médicaments, pour manger, et même pour voyager. Tous les jours, on envoie de l'argent de l'autre côté. Ça, c'est une réalité que tous les Ivoiriens pratiquent, y compris vous-même, vous pratiquez. Donc, en termes économiques, j'avoue qu'actuellement, nous sommes très loin. Monsieur Tourain, oui, mais j'aimerais tout naturellement réagir. D'abord, parler de fermeture de l'université, sans dire que nous n'avions plus d'université pendant 10 ans, sans dire que sur les campus universitaires, il y avait des boîtes de nuit, des maquis, donc des lieux où on vend de la boisson, et que les universités étaient des lieux de trafic de drogue, de prostitution, et que pendant la riposte électorale, des miliciens et des mercenaires étaient logés au détriment des étudiants sur les campus universitaires. Parler de fermeture universitaire sans faire référence à cela n'est pas juste. Et je vous invite le 3 septembre à Abidjan. Qui occupe les parce cités que les travaux entre-temps ont été faits par le gouvernement ivoirien. Personne vous en a dessus? Oui, Joël. Entre-temps, les travaux ont été faits par le gouvernement ivoirien. Et nous aurons une nouvelle université. Je ne suis même pas sûr que vous reconnaissez l'ancienne université. M. Ouattara, donc, a donné à la Côte d'Ivoire une université digne de ce nom. Ensuite, excusez-moi, lorsque vous parlez de réalité des populations ivoiriennes, sans avoir de mépris pour mes interlocuteurs, j'aurais souhaité que pour ce genre de débat, on ait en face de nous des gens qui ne sont pas totalement déconnectés de la réalité ivoirienne. Nous ne disons pas que tout est parfait à Abidjan. Nous ne disons pas que tout est parfait à Abidjan. Les défis sont immenses. C'est ça vos arguments. Les défis sont immenses. Les défis dont nous avons hérité, la réduction de la pauvreté, parce que les rapports avant même les élections disaient qu'un Ivoirien sur 2 vivait en dessous du seuil de la pauvreté. Ensuite, tous ces jeunes gens qui pendant 10 ans ont été manipulés, ont été instrumentalisés à prendre des armes, tous ces jeunes gens qui demandent une perspective en termes de réinsertion, oui, nous avions ces défis. Vous savez que dès le lendemain de la crise, avec les effets conjugués de la crise, on avait une inflation exponentielle à Abidjan. Les denrées alimentaires, je peux vous dire par exemple que le poulet qui traditionnellement est vendu à 4 000 francs était vendu à 15 000 voire 20 000. Le gouvernement a stabilisé la situation. Le gouvernement a stabilisé la situation dans une démarche méthodique. Répondez à sa question. Aujourd'hui, il était à 15 000, aujourd'hui il est stabilisé. Mais moi j'achète mon poulet à 3 500, 4 000 à Abidjan, comme avant la crise. De 15 000, il est stabilisé à 3 000. Bien évidemment, Koudou, tu n'es pas à Abidjan. Moi j'achète le poulet à Abidjan. Réponds aux questions qu'on te pose. Et donc, le gouvernement, je ne suis pas énervé, hein, je dis simplement que j'achète mon poulet à Abidjan. Maintenant, j'attends que tu me dises que tu as acheté le poulet à 20 000 à Abidjan. Vous avez des endroits où vous achetez vos poulets à 3 000. Le gouvernement a stabilisé, je termine, le gouvernement a stabilisé la situation au niveau social. Le gouvernement a stabilisé la situation au niveau économique. N'oubliez pas que Laurent Gbagbo et son gouvernement fantoche avaient utilisé la technique de la terre brûlée qui consistait à détruire systématiquement tout en partant. Il fallait remettre cette administration debout, ce qui a été fait. Maintenant, je termine, c'est ma dernière phrase. C'est ma dernière phrase. C'est ma dernière phrase. Pour voler la maison. C'est ma dernière phrase. Il y a des perspectives bonnes annoncées, pas par le gouvernement ivoirien, mais par les institutions qui nous accompagnent, mais bien évidemment avec la reprise et la relance économique, les effets de cette relance et de cette reprise vont se faire directement dans la poche des Ivoiriens à travers une gestion rationnelle des ressources. Parce que pour l'instant, dans la poche des Ivoiriens, ils ne le sentent pas. Ils ne le sentent pas. Il suffit de promener son micro à Abidjan et tout le monde vous dit la vie est chère. On n'a pas assez d'argent pour manger. Lorsqu'on parle de croissance, on parle de création de richesses. Et une fois qu'on a créé ces richesses, ensuite,
La seconde étape, c'est la redistribution rationnelle de ces richesses. Ce qui n'a pas été le cas ces 10 dernières années, où des milliers de milliards ont été détournés dans la filière café-cacao ou pour acheter des armes pour venir tuer des Ivoiriens. Ça, vous avez aujourd'hui un pouvoir responsable. Et de la propagande. Ça, c'est ce que vous avez dit. Pour être juste, chef Fred Touré, quand on parle de 10 ans, ayez au moins la décence dans la vérité. C'est-à-dire 10 ans, c'est-à-dire RDR au pouvoir, le Nous n'étions PDCI pas au au pouvoir. Mais écoutez, le gouvernement, tous les gouvernements d'union nationale, tous les gouvernements après Marcossi, avant et après, vous y étiez. Nous n'étions pas au Mais- pouvoir. mais Parce que bon, c'est pas nos grave. ministres au gouvernement avaient j'avance. une C'est pas possibilité grave. d'action limitée justement par Laurent Action Gbagbo. limitée ou pas, ils y étaient au gouvernement. Ils Donc, Ils avaient des gouvernements d'union nationale. À partir du moment où nous n'avons pas pu agir Bon, dans ce peu gouvernement, importe. Je pense nous que n'étions pas dans au ce genre de gouvernement. débat, il est bien quand même d'avoir la vérité Mais la toujours vérité, dans c'est son que Laurent langage. Gbagbo a eu la même Et c'est toujours très bien. C'est bien pour tout le monde parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Le ministre Dibi, actuel ministre de l'économie, Je finis. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. pourra vous dire que Monsieur Obou, des monsieur sorties Obou, d'argent si se votre faisaient propos sans c'est de qu'ils soient dire au courant. que le passé, il y a une responsabilité partagée, certainement, je veux dire, puisque c'était des gouvernements du national. Mais la question, c'est aussi, la seconde question, c'est savoir, est-ce que depuis un an, les choses se sont améliorées sur le Non, plan depuis un an. Mais ils ne peuvent dire que non, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Non, mais Jusqu'à présent, vous n'avez pas donné d'arguments, je veux dire, chiffrés, en disant, par exemple, non, Monsieur Touré, ce n'est pas Mais exact, je viens de parce dire- que je viens de le dire prix que- des denrées a augmenté je viens d'autant. de dire que Oui. depuis un an, il n'y a pas d'université en Côte d'Ivoire. C'est vérifiable. Mais il vous dit que le 3 septembre, une Et université va ouvrir. deuxièmement, ce qu'il a oublié de dire, il faut le tout dire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on reconstruit, mais entre-temps, il y a un retard. Ce retard, il n'est jamais comblé. Et il C'est sera quel jamais. retard? Dans Mais quel domaine? Il y a un retard de 2 ans. Des retards dans quoi? Mais dans la scolarité. Dans quelle scolarité dont vous parlez? Mais dans toute la scolarité, y compris avec les autres pays africains et Mais européens. est-ce que vous savez Il y a- qu'au moment il y a- où nous arrivions aux affaires, j'ai échangé avec des étudiants de Boaké. En 2011, c'est-à-dire avant même la fermeture des universités, ces personnes étaient encore en année scolaire 2006 et 2007. Mais c'est pas une Donc raison. s'il y a un retard, C'est pas une c'est pas de raison. notre fait. C'est pas une Notre raison. responsabilité, c'est Non, de corriger non, c'est- justement c'est lié ce que à vous avez quoi? eu à faire. Donc- Et nous sommes en train de corriger ce que vous Voilà, avez fait. donc il faut Alors, avoir... autre chose, Oui, autre point oui, important. oui, autre point. Si toutes les perspectives sont respectées, ici à la fin du mois de juin 2012, la Côte d'Ivoire devrait atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE, c'est-à-dire le point d'achèvement pour les pays pauvres très endettés, ce qui entraînera une réduction de la dette et notamment du service de la dette. Donc ça donnera de la marge de manœuvre Moi, je au dis gouvernement. toujours dans mon ouvrage, Est-ce que de ce point de vue-là, vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui aurait pu être fait Moi, je dis à l'époque par le toujours- gouvernement moi, je dis- Gbagbo? moi, je dis C'est toujours- c'est quelque chose de bon pour le pays. Je dis, pour une Mais j'ai question l'impression de- que vous ne vous Oui, réjouissez, c'est une vous question ne de réjouissez principe. même pas Regardez. quand il y a quelque chose qui est bien pour le pays et pas nécessairement pour Ouattara ou pas. Regardez. C'est bien pour les Ivoiriens. Il y a un truc qui est important, cette histoire de PPTE. Je le dis avant même que Ouattara n'arrive au pouvoir, depuis 1998, l'ouvrage que M. Touré a lu d'ailleurs, ça l'a dit, mais je croyais que vous étiez intellectuel, maintenant vous avez des arguments un peu combatifs. Mais il faut être combatif puisque le pays... Vous êtes un intellectuel Parce que combatif. le Alors, pays est continuez, occupé. Donc, continuez. c'est-à-dire, le PPTE, en termes généraux, aucun Africain ne devait s'enorgueillir. C'est vraiment une bassesse. C'est-à-dire que c'est vraiment ramener les Africains au Moyen-Âge. Pourquoi? J'explique. En règle générale, quand on a un pays, c'est de faire en sorte que ce pays avance. On ne dit pas à son pays qu'on est très pauvre et que par conséquent, il faut venir nous aider. Non, à un moment, on prend ses responsabilités et on fait en sorte qu'on enrichisse ses citoyens. Et on avance. Vous On savez c'est n'attend quoi le pas. PPTE? Laissez-le Laisse-moi d'un mot, finir. d'un mot, Ça mais aide dans mon terminez. ouvrage. Mais J'ai est-ce que fait. vous savez- Ça aide dans mon ouvrage. Mais on va C'est pas faire un un cours instrument d'économie. qui a été mis que en vous place avez par le lu. Fonds monétaire international. Peu Nous importe, avions mais des pays qui étaient très je finis Pour après. lui, Comment l'argument vous pouvez est un instrument Monsieur qui permet de Touré, régler les je problèmes finis, de la ouais. tête des Je pays finis, africains. Touré, Je Monsieur finis, Touré. Monsieur Touré, je finis Laissez- et je vous laisse vraiment D'accord, avancer. ok, allez. Donc pour vous, pour l'argument moi, n'est pas valable parce que l'argument n'est pas valable parce qu'il a même, l'outil il a n'est même pas bon. pas. Et elle fait Dieu comment, d'être, elle fait l'outil comment n'est pas la Côte d'Ivoire quand elle a besoin La de Côte d'Ivoire est financer un pays. sa reconstruction? La Côte d'Ivoire, je l'ai dit dans mes ouvrages et dans tous mes ouvrages, la Côte d'Ivoire est un pays riche. Richesse humaine. Nous avons des gens bien formés depuis 40 ans, ils sont très bien formés. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire est un pays riche. Riche en termes de sous-sol, riche en termes financiers. Il suffit financier pourquoi? Parce que d'or au trésor français, ici, notre part d'avoir. Il faut avoir le courage d'aller les chercher.
Nous sommes très riches. Et vous étiez 10 ans au pouvoir. J'ai jamais été au pouvoir, chef frère. On a le même âge, j'ai jamais été au pouvoir. Vous défendez Gbagbo. Je défends non seulement Est-ce que Laurent Gbagbo a eu ce courage-là pendant 10 ans? Laissez-moi finir. Non seulement je défends Très bien. Gbagbo, Bon, mais on va je clore le défends chapitre la justice économique. économique. On va clore le courage. Monsieur Touré, Faut aller Monsieur chercher Obou, votre- vous avez assez parlé. On va clore le chapitre en donnant la parole à Monsieur Kodou et puis à Monsieur Nguessan et on passera au dernier chapitre Pour de la relation parler internationale. de reconstruction, il faut qu'on essaie quand même dans un premier temps d'inventorier un certain nombre d'atouts. Alors, là, ce qui est en train d'être décrit me fait penser que nous ne sommes pas en train de parler de mon pays. En tout cas, pour moi, ça ne correspond pas à la réalité. C'est bien de la Côte d'Ivoire dont on parle. D'abord, en termes de ressources humaines, la formation des ressources humaines. On a une université qui est fermée, et là, on nous dit que c'est parce que, c'était pas en état de fonctionner. En tout cas, quand Laurent Gbagbo partait, cette université-là fonctionnait. Pas vrai. Cette université-là fonctionnait. En Dans tout les- cas, dans les combats mais Abidjan, vous l'université fonctionnait. êtes le seul. Vous avez des étudiants qui partaient au cours pendant que vos miliciens tuaient les gens à Abidjan. Vous êtes le seul. Vous êtes le seul à être responsable de vos propos. Pendant les 10 années de pouvoir, je ne suis pas en train de parler de la période de guerre. Parce que le prétexte que vous avez, c'est que vous n'avez rien trouvé qui soit en marche. Je dois quand même vous dire que quand Et vous êtes votre venu... argument, c'est que tout allait mieux à l'époque de Laurent Gbagbo. Ah oui, mais la comparaison est nette. Non. Les Ivoiriens le ressentent. Non, mais la question, c'est que si on part sur ce principe-là, il n'y a pas de dialogue possible. Non, entre vous, ce que je veux dire, je ne dis pas que tout allait bien. Je ne dis pas que tout allait bien. La réalité, c'est que les Ivoiriens reconnaissent quand même la différence entre l'État antérieur de la Côte d'Ivoire et l'État d'aujourd'hui, que ce soit, parce qu'on parle de reconstruction, il faut de l'inventivité, il faut de l'intelligence, tout ça. Et le plan mis en place par le gouvernement, le pouvoir d'Alassane Ouattara, pour vous, il ne va pas dans le bon sens. Le PPU... Écoutez, le PPU, moi j'attends l'argent qu'ils ont mis en place. j'attends d'avoir des résultats, parce que, encore une fois, c'est un pouvoir qui est dans l'idolâtrie, dans la propagande, dans le déni. Et quand on est venu nous parler de rattrapage ethnique ici, mais c'est tout ça. C'est tout ça. On vous parle de On n'a pas reconstruction. parlé de rattrapage. Non, mais je suis... C'est tout ça. C'est tout ça. C'est-à-dire plus, ce genre que de ça ne propos repose qui a sur été à la base, justement, de la crise aucune ivoirienne, stratégie ça, économique. essayons de l'éviter. C'est du déni Ouais. et de la propagande. La propagande. Ok. De l'affichage. Monsieur On ne Nguessan, voit monsieur aucun Nguessan. résultat. Merci, monsieur. Je voudrais dire à nos frères économique. En un mot. proches de Gbagbo Laurent que la Côte d'Ivoire est en marche Sans les Ivoiriens. avec les Il Ivoiriens. n'y a que vous qui êtes Ivoirien. Quoi. Voilà. Non, la Côte d'Ivoire est en marche avec les À part Ivoiriens. vous, il n'y a pas... La Côte d'Ivoire est en il y a pas marche d'Ivoiriens. avec les soutiens extérieurs. Le FMI, la Banque mondiale, la BAD, toutes les institutions. Je vous dis que la Côte d'Ivoire est en marche. Mais est-ce Et que pour vous dire cette que croissance-là, comment va-t-elle être redistribuée? C'est ça la question, effectivement. Croissance, si croissance il y a, il faut que tous les Ivoiriens en profitent. Si le camp de Gbagbo Laurent ne nous avait pas mis dans la guerre, on aurait commencé déjà à sentir cela. Au lieu de rebâtir des bâtiments administratifs, de rééquiper les administrations, parce qu'une inutile guerre nous a mis dans ça, Mais de quel on bâtiment vous parlez? aurait investi cet argent directement. De quel Cet bâtiment vous argument, parlez? cet argument de Ça la crise, n'existe pas, je veux ce dire, que vous il sera dites. plus valable bientôt. C'est une Deux vue. ans après, la crise, ce ne sera plus possible. Je vais vous dire une chose, hein. À cause de la Bientôt, crise. les C'est une Ivoiriens- vue de l'esprit, ça n'existe pas. Bientôt, ce que les vous dites. Ivoiriens verront les fruits de l'effort que Ouattara a eu à c'est tout prendre. comme ça. Mais Ça fait un si, moment c'est qu'on c'est le du sent. concret, On c'est le du voit concret, le c'est du concret. Alors, juste une question, Et moi, juste je une vous question, dis- je vais vous dire que juste une question. nous, on a confiance. La communauté internationale a confiance à la Côte d'Ivoire. Question. Et je peux vous le dire. Oui, mais C'est pour ça que la BAD vient. Mais votre légitimité doit venir des Ivoiriens, pas de la Bien communauté sûr. internationale. Et déjà, bon, parlant de PPTE, je vais vous dire la vérité. Hein. On va pas- Le on va président pas- Ouattara ne base pas son programme essentiellement sur le PPTE. Vous savez ce qu'il fait? D'abord, il a saigné la gestion du pays. Là où des gens investissent en 10 ans 600 milliards pour acheter des armes, pour entretenir Est-ce que vous des avez- miliciens, vous avez des preuves? écoutez, Vous des avez des miliciens, preuves? lui, cet argent, il va l'utiliser dans la reconstruction Ça, des c'est encore écoles. l'incantation, construire- la propagande. Non, c'est pas ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous êtes dans le déni, Tout à l'heure, je vous ai les dit que... insultes. Toujours pareil. Vous savez, ce qui me surprend, c'est que pendant que vous parliez Vous tout à n'avez l'heure, pas je n'ai à rien être dit. surpris. Mais je n'ai rien dit. Parce que vous Il me avez pose dit une des question. contre-vérités. Et Monsieur bon, Kodou, taisez-vous s'il vous plaît. Monsieur Nguessan, une question précise par rapport à la reconstruction. Je veux dire,
l'indemnisation des entreprises qui ont souffert de la crise. Bien. Il y a un scandale parce qu'on dit que seules les entreprises étrangères vrai. ont été indemnisées. C'est pas vrai. Les C'est pas entreprises vrai. Il y a eu françaises, 2 fois- grâce il y a à eu- des fonds injectés par la France, Non, mais c'est pas vrai. les hommes et les femmes d'affaires ivoiriens qui ont des PME, PMI. C'est pas vrai. aujourd'hui, Il y a eu s'attendent 2 toujours. fois 6 milliards qui ont été injectés par l'État de Côte d'Ivoire au mois de Mais où est juillet. parti cet argent? Cet argent a été mis à la disposition du groupement des entreprises pour une répartition entre elles. Donc Donc, c'est d'ailleurs le groupement a mal réparti. Parce Non. que quand on tend notre Je- micro, je ne fais pas on fait de partie. nombreux reportages Je dis, je ne où fais on pas nous partie dit que des les gens qui ont entreprises se réparti, mais plaignent. Je peux vous dire qu'il y a eu 2 fois 6 milliards qui ont été donnés pour indemniser les entreprises qui ont été sinistrées. Mieux, On sait bien que c'est pas mais mieux en 2011. Encore une fois, Hein? le fichage. En 2011, vous savez ce qui a été fait? Il y a eu un allègement fiscal de près de 36 milliards pour aider les entreprises qui ont été sinistrées. Alors dire qu'on n'a pas fait cet effort, c'est pas tout- vraiment, ça, mais ça c'est va pas pas chaud. tout dans Mais ce une bon entreprise sens-là, qui est parce que sinistrée, vous- qui est amenée à ne pas payer ses impôts, mais le il dit c'est gouvernement- déjà Attendez, une vous qui subvention faites- qui vous lui est qui faites donnée. confiance justement aux organismes internationaux et vous vous targuez justement de leur soutien. Dans le rapport Doing Business 2012, celui qui permet de voir quels sont les pays les plus réformateurs. Le premier de la classe, c'est Singapour. La Côte d'Ivoire a fait un effort, c'est vrai, entre 2011 et 2012. Il est passé de la 170e place à la 167e place, c'est-à-dire un bond de 3%. Le plus, c'est qu'elle a fait un bond de 9 places, par exemple par rapport à la question de la sécurité juridique. Ça, c'est la Banque mondiale qui le dit. En revanche, elle a fait une chute de 6 points en ce qui concerne les taxes. La taxation a été alourdie en Côte d'Ivoire. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va attirer les investisseurs et faciliter les entreprises. Attention, l'année fiscale 2011 de l'État de Côte d'Ivoire a fait un cadeau fiscal de près de 36 milliards. Ça, c'est concret. Mais vous parlez de quoi? Non, je parle peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Non, on n'est pas dans l'invective, là. On répond par rapport à l'assainissement du monde des affaires. Non, c'est important, c'est important. Non, l'année fiscale, vous pouvez le consulter sur Abidjan, les réseaux. Cadeau Hein? fiscal à L'année- qui? Cadeau fiscal à qui? Non, c'est aux entreprises. On dit, monsieur, puisque vous avez souffert de la crise, telle année, vous ne payez pas de patente. Dans la Vous ne payez situation, pas. dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Tout est Oui. fermé. Quelle Oui. surprise. Vous estimez normal C'est cette normal. décision? Mais c'est normal. C'est ce qu'on appelle soutenir les entreprises. À défaut de les indemniser, Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un cadeau fiscal qui a permis à ces entreprises. quelle entreprise? Et il y a certaines Vous pouvez entreprises. donner des exemples d'entreprises? Non, toutes les entreprises de Côte d'Ivoire en 2011 ont été exonérées des patentes. Toutes les entreprises. C'est compris? Très bien. Bon, on clôt sur le chapitre. On clôt sur le. Qu'est-ce que vous voulez dire en un mot? Oui, je voudrais dire simplement que, vous voyez, nous pouvons faire un débat sérieux. Beaucoup de pro-Gbagbo avec qui nous échangeons souvent nous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Ils ne sont pas d'accord, ils ont des points de reproche sur tout ce qui se fait au niveau du gouvernement. Mais ils reconnaissent que le pays est mieux géré, les routes sont faites, ce sont des réalités palpables. Qu'on ait des illuminés qui sont coupés de la Côte d'Ivoire. Permettez-leur d'avoir un avis contraire. Depuis Permettez-leur. des années. Non, monsieur Touré, Qui permettez-leur. viennent dire que rien n'est fait en Côte d'Ivoire. Non, non. Monsieur. Et d'autant plus que les pro-Gbagbo dont vous parlez, ils le disent sans doute quand vous Ils vous vivent en rencontrez, Côte d'Ivoire. mais ils ne sont pas au Parlement, par exemple. Ils Parce vivent en qu'il n'y a pas de représentation politique Parce de qu'il y a eu une l'opposition. décision politique Oui. du parti de Laurent Gbagbo. Mais ça, c'est un problème pour la réconciliation. Si l'opposition n'est pas représentée au point de vue Mais la parlementaire, réconciliation ne se fera pas seulement au Parlement. La réconciliation ne se fera pas seulement au Parlement. Il aurait été souhaitable. Il aurait été souhaitable que le FPI participe au Parlement. Le est-ce président, que le tout président de a la été République, fait, mais bien tout sûr, a été fait le pour président de la leur République donner l'occasion. les a reçus. Le président de la République a donné toutes les garanties. Mais malheureusement, Ce n'est que des affichages. le parti proche donc de Laurent Gbagbo a refusé, malgré toutes les tentatives, d'aller au Parlement. Certainement que ce parti avait d'autres agendas que nous découvrons aujourd'hui. Touré, on peut ne pas être d'accord, bien sûr, mais on n'est pas obligé de s'insulter. Parce que Mais la je Côte n'ai pas d'Ivoire, insulté. c'est nous qui allons la gérer. Et très bien. Alors, Voilà. on va sortir. Donc, justement, voilà. Non, mais c'est une réalité. On va Donc, sortir du débat Je vais la Côte d'Ivoire, il faut ivoirien. connaître la Côte d'Ivoire. Mais je la connais parce que Monsieur contrairement à Je ne vous, crois moi pas. j'y ai travaillé. Mais Vous, moi, non. j'y ai travaillé aussi. Monsieur Obou. Après la destruction des Ivoiriens. Jamais. Avant la Monsieur destruction Obou, faite par Laurent Monsieur Gbagbo. Obou, Monsieur J'y ai Touré, travaillé. on va Et dans terminer. plusieurs ministères. C'était un débat intéressant, parfois à couteau tiré, mais bon, c'était un débat intéressant, et on espère franchement que
ça a pu éclairer nos téléspectateurs sur les réels enjeux de la réconciliation et de la reconstruction de la Côte d'Ivoire, et puis qu'effectivement un dialogue pourra s'installer timidement, pas à pas, entre les Ivoiriens de l'intérieur, de l'extérieur, les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara, enfin les pro-Côte d'Ivoire. En 30 secondes, le gouvernement vient d'entamer un dialogue avec l'opposition. Le Premier ministre Aoussou Jano a ouvert un cadre d'échange, de dialogue avec l'ensemble de l'opposition. Il y a un accord cadre qui a été défini. Eh bien, on va le suivre de près. On va le suivre de près. Le FPI a refusé de signer. Voilà. On verra bien, on verra bien. Merci à tous, merci à tous. Merci, monsieur Kodou, Claude Kodou, représentant... Attendez, non, excusez-moi, c'est fini. Merci, monsieur Kodou, je rappelle. Taisez-vous, monsieur Touré, représentant adjoint de Laurent Gbagbo pour l'Europe et les USA. Monsieur Thibault Obou. Taisez-vous. Non, taisez-vous. Lui, il est président de Africains du Monde, une organisation qui défend l'intérêt des Africains. Monsieur Touré, je conteste votre prise de parole actuelle. Voilà. Vous êtes conseiller du président pour les affaires de jeunesse. J'espère que quand vous êtes dans son bureau, vous vous comportez pas comme ça à prendre la parole tout le temps. Enfin, monsieur Joël Nguessan, ex-ministre et porte-parole du RDR, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Merci à tous, merci pour votre dynamisme et mettez-le tous au service de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. À bientôt, au revoir.